Hello mes besties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Entre Besties. J'espère que vous allez bien, encore une fois avec cette chaleur. J'ai hâte qu'on soit en automne pour que ma phrase d'intro soit différente. Mais soyez forts mes soldats. Encore quelques semaines et on y est, on sera dans la meilleure période de l'année. Je suis désolée, je ne serai toujours pas une team été, vous ne pourrez pas me convaincre. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui prend une place assez énorme dans ma vie, les séries. Si en top 1, on a les livres, en top 2, on a les séries. Mais pas seulement des séries que je regarde en faisant autre chose, parce que c'est pas vraiment mon truc ça. Parce que moi je ne regarde pas les séries, je les vis. Voilà, comme la grosse psychopathe que je suis, je vis les séries à 100%. J'ai toujours eu un rapport assez particulier aux histoires, je dirais. Parce qu'il y a des séries que j'ai essayé de commencer plusieurs fois, mais à chaque fois je sentais que c'était pas le bon moment. Et puis parfois, des mois ou des années plus tard, je les ai lancées un peu par hasard. Et en fait, pas par hasard, parce que c'était le moment totalement parfait par rapport à cette époque de ma vie. Et tout a pris un sens immédiatement. Mais en fait, moi, j'ai envie de croire que certaines histoires arrivent dans notre vie au moment où on en est capable de les entendre. Mais comme les gens rentrent dans notre vie au bon moment, je trouve que tout arrive au bon moment. Genre la découverte d'une musique, d'une série, d'un livre, d'une anecdote, je sais pas, pour moi, rien n'est laissé au hasard. Comme si l'univers nous envoyait exactement, bah, parfois la bonne série au bon moment, avec les bons personnages et les bonnes situations dont on avait besoin, pour nous aider à traiter notre vie actuelle, vous voyez? Je me suis beaucoup construite avec les séries, déjà enfant, voilà. J'étais une, Disney Channel, Kids, voilà, faut se le dire. J'avais cet avantage, j'avais cette chance, mes parents me payaient Disney Channel, je le regardais tout le temps. Donc le prime de Disney Channel, je l'ai connu parce que mes grands frères regardaient un peu, donc je regardais quand j'étais toute petite et puis, bah, quand j'ai grandi, j'ai continué. Donc évidemment, voilà, hein, je sais, il y a quand même beaucoup de clichés, de messages discutables et des choses, voilà, faut pas les prendre au pied de la lettre. Néanmoins, je pense qu'on peut garder, du recul avec une œuvre, de pas tout accepter et quand même regarder de très belles choses. Voilà. Bon, je dis ça parce que c'est problématique un petit peu Disney Channel, mais ça va. N'extrapolez pas mon propos à des choses, différentes. Et parce que je n'aime pas rester à la surface des histoires, je regarde pas uniquement ce qui arrive aux personnages. Je réfléchis à ce que, leurs choix disent de la vie, des relations, de la famille, de l'ambition, mais surtout de la manière dont on se construit. Parce que, bah, justement, l'avantage quand une série ou un livre est bien créé, on peut vachement bien s'identifier au personnage et je saute, voilà, peut-être la première, je saute dedans. Et parfois, je comprends pas forcément la leçon au moment où je regarde la série. Bah, un peu comme tout dans la vie, parfois nos déclics, on les a pas sur l'instant T, c'est une petite graine qui est plantée. Donc elle reste quelque part dans un coin de ma tête, et puis parfois des années plus tard, je repense à une scène ou à un personnage et je me dis: «Mais en fait, bah oui, c'était évident». Ces séries ont marqué différentes périodes de ma vie. Certaines appartiennent à mon enfance, d'autres à mon adolescence et d'autres encore à mon début de vie d'adulte. Et parfois même, elles continuent de me faire réfléchir même si je les ai regardées quand j'avais 7 ans. Plus pour Disney Channel ça. Et je crois aussi que j'aime autant les séries et les livres parce qu'en fait, elles me permettent de vivre plusieurs vies. Et je sais très bien que je pourrais pas tout faire dans ma vie. Je serai probablement jamais médecin, c'est certain vu comment je gère le sang. J'aurai jamais le cerveau de Sherlock. Je suis bonne en maths, mais pas à ce niveau. Et je travaillerai probablement jamais dans la police. Heu, Bah, à défaut d'avoir un super potentiel, de femme badass, j'ai pas le cardio, voilà. Et je vivrai probablement jamais une vie à la Sex and the City. Je suis pas sûre de réussir à mettre des aussi hauts talons toute la journée. Et c'est pas forcément triste, c'est, bah, simplement la réalité. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un seul corps, on a un laps de temps limité sur terre et surtout on a des choix à faire. La balance anxieuse que je suis déteste ça, mais c'est un fait et on peut pas tout faire. J'ai voulu tout faire, j'essaye de tout faire en ce moment et je suis en pleine réalisation que, bah, en fait, c'est pas possible. On peut faire des choses à la suite,
mais on peut pas tout faire en même temps. On peut pas vouloir écrire un livre, 2 livres, 3 livres en même temps. On peut pas vouloir avoir un podcast, on peut pas vouloir créer des musiques, on peut pas vouloir, reprendre ses études, on peut pas vouloir passer le permis, on peut pas vouloir, créer du contenu sur les réseaux et faire un truc de fou qui arrivera bientôt, je vous assure, bientôt. Faut juste me laisser un peu le temps parce que la dame, elle est pas du tout organisée comme il faut. Mais voilà, en fait, on peut pas tout faire et il y a des choix à faire. Donc si, à cette toute petite échelle, on peut pas tout faire, on peut pas avoir toutes ces vies différentes. Mais les livres et les séries, elles me permettent, enfin, ils me permettent de vivre par procuration toutes les vies que je vivrais pas. Je peux être médecin, détective, avocate, mère, héroïne badass, femme indépendante ou simplement quelqu'un qui vit une très belle histoire d'amour. Un peu comme Barbie, mais dans une fausse vie parallèle, dans un multivers, enfin bref, truc trop bizarre. Mais moi je suis OK avec ça parce que c'est pas, c'est des vies que je fantasme de vivre. Parce que, comme j'ai dit avant, je pourrais pas les vivre, en fait, avec celle que je suis et c'est OK, j'ai pas genre j'aurais adoré être médecin, mais j'ai pas envie d'être médecin. J'aurais adoré être juste un génie comme Sherlock, mais j'ai pas envie d'être un génie comme Sherlock, vous voyez? Donc en fait, moi je suis OK de vivre avec ce fantasme et de vivre à travers ce fantasme sans forcément que ce soit une réalité. Et c'est pas seulement une manière de fuir la réalité, c'est aussi une manière de voyager, d'explorer des possibilités et bah, du coup, indirectement, de faire le deuil de façon assez saine de toutes les vies que je vivrai jamais. Parce que je peux vivre une aventure à New York un jour, le lendemain dans un hôpital, le soir même dans un commissariat et puis dans 2 semaines être dans un monde magique et revenir dans ma propre vie à quelque chose de nouveau avec quelque chose de nouveau à l'intérieur de moi. Et vu que je m'identifie énormément, voilà, déjà aux gens, parce que j'ai beaucoup d'empathie, mais je m'identifie énormément aux personnages, donc je regarde pas les traumatismes. Non, 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 quand ils souffrent, je souffre. Quand ils pleurent, je pleure. Quand ils aiment, j'aime. Et quand ils grandissent, et ben je crois que je grandis avec eux. Alors rien que pour vous, j'ai sélectionné, 10 de mes séries préférées, parce que, bah, comme pour les livres, je peux pas vous donner, mes séries préférées. En fait, j'aime tout, je suis un super bon public. C'est un peu rigolo, j'ai vu, un TikTok de, bah, d'Antoine sur, enfin de, bah, Antoine Talk, c'est son pseudo, qui disait qu'en fait, bah, il acceptait le fait que, bah, lui, il était bon public, genre, ouais, 5 étoiles. Mais en fait, je sais pas, si j'aime pas, je suis d'accord, en fait. Si j'aime pas, bah, le livre, je l'ai pas cherché à le lire. Si je l'ai fini, c'est que j'ai adoré. Je sais pas, je suis peut-être bon public et j'ai peut-être pas beaucoup de jugement, mais j'aime tout. Donc voilà, 10 de mes séries préférées. J'en ai tiré 20 leçons. Enfin, plutôt 20 déclics et après bon, je vais pas faire l'hypocrite, c'est pas forcément des leçons que j'applique parfaitement ou que j'applique tout court, mais c'est plus des choses que ces séries m'ont fait comprendre et entre le moment où la graine est plantée, le moment où elle pousse, le moment où on la récolte, il y a du temps. Donc voilà, c'est des prises de conscience et peut-être que ce sera plus tard, dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, quand je réécouterai cet épisode, qu'il y a des choses qui vont s'allumer dans mon cerveau. Donc c'est parti. OK, alors on va commencer avec probablement, je peux pas dire ma série préférée, je vais dire ça pour toutes les séries, mais en tout cas, c'est l'une des séries qui a bercé toute mon adolescence, un bout de mon enfance et toute mon adolescence. Je l'ai regardée avec ma mère à l'époque. Je vous parle évidemment de Gilmore Girls, voilà. Mes meilleures copines, vraiment, elles le savent, je suis comme une folle et j'ai une de mes copines avec qui on est toutes les 2 des folles de Gilmore Girls à s'envoyer des edits, mutuellement de tous les personnages, même si ça fait des années que la série est finie, je m'en fiche, je l'ai dans les veines. C'est parce que c'est toujours en rupture de stock, mais je rêve d'avoir le plaid, le coussin, le pyjama, les chaussettes, tout, tout. Quand j'ai vu qu'il y avait une collection Primark, je me disais: «Pourquoi il y a pas de Primark à côté de chez moi? C'est honteux!» Voilà, donc autant vous dire que je suis une grosse folle, pardon, de Gilmore Girls. C'était très dur d'en sortir des leçons parce que je la trouve très dense, il y a beaucoup de choses à retenir et ça fait très longtemps que je l'ai pas regardée. J'adorerais être ce genre de personne à pouvoir regarder ses séries préférées en boucle, mais à chaque fois que j'essaye, ça me saoule. Voilà, ça c'est un fléau, je paierais cher pour pouvoir revoir mes séries, et mes livres préférés, pour la première fois, mais bah, je ne peux pas. La première chose que cette série m'a fait comprendre, c'est qu'on peut aimer sa famille, mais sans reproduire exactement ses schémas. Et cette leçon, elle me touche beaucoup
parce que, voilà, je me sens concernée et bon, du enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais c'est un peu rigolo quoi, cette phrase, elle me marque beaucoup. Lorelai a grandi dans une famille, très codifiée, voilà. J'espère que mon fauteuil ne fait pas trop de bruit. Déjà, j'ai éteint le ventilateur pour que vous m'entendiez correctement. Je suis en train de mourir sur mon siège parce qu'un siège en cuir, sous 37 degrés et sans ventilateur, comment vous dire que c'est vraiment parce que je vous aime d'amour. Donc s'il fait trop de bruit, bah, tant pis. Voilà, bisous. Bref, du coup, je disais que, Lorelai a grandi dans une famille qui était très codifiée, avec beaucoup d'attentes et puis aussi une certaine vision de la réussite, voilà, avec des pensées qui sont quand même très limitantes et quand elle devient mère, bah, forcément, elle veut faire l'opposé, je dirais, pour Rory. Elle veut être proche d'elle, elle veut lui parler librement, en fait, elle veut lui offrir une enfance plus légère, encore une fois à l'opposé de ce qu'elle a pu recevoir et je trouve ça beau parce qu'on n'est pas obligé de transmettre tout ce qu'on a reçu. On peut regarder sa famille, comprendre ce qui nous a blessés et décider que certaines choses s'arrêteront avec nous. Ma mère qui nous disait que l'éducation c'était une boîte à outils, que nous on nous met des trucs dedans, mais on choisit ce qu'on utilise au cours de notre vie. Il y en a qu'on va donner, il y en a qu'on va laisser dedans au fond et qu'on les sortira jamais. Il y en a qu'on utilisera tous les jours et qui seront usés au bout d'un moment. Voilà, c'est propre à nous et on en fait ce qu'on veut. Mais la série montre aussi que faire différemment, bah, ça signifie pas forcément faire parfaitement. Et même quand on veut casser un schéma, bah, parfois on peut en créer un autre sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est important. Bah, je suis jeune et hyper culottée de dire ça, mais je pense que c'est pour ça que c'est important de, bah, travailler sur soi avant d'avoir des enfants parce que à vouloir reproduire, enfin pas reproduire, mais du coup à vouloir faire l'opposé de ce qu'on a vécu, parfois, les extrêmes sont pas toujours bons, quoi. La deuxième chose, c'est qu'un échec ne devrait jamais décider de notre identité ni de notre avenir. Et ça, c'est dur parce que je trouve qu'on est dans une société, et on le voit beaucoup avec les réseaux, où en fait on nous définit que par cette réussite. Et c'est rigolo parce que j'en parlais avec un homme que je connais, et puis on disait que, enfin lui il me disait que les hommes grandissent avec cette espèce de compétition de celui qui gagne le plus, de celui qui réussit le plus, qui a la plus belle femme, le travail le plus impressionnant, la plus grosse voiture, bref. Même si j'entends ce propos, au final, nous, les femmes, c'est toujours un peu pareil, mais sur des sujets différents. Bienvenue, en 2026 dans un monde qui est toujours patriarcal et sexiste. Bref, je me tais, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que attendez, je me suis perdue, en fait, dans ce que je voulais dire. Oui, en fait, on est dans une course à l'excellence tout le temps, tout le temps. On doit toujours être le meilleur, avoir le plus d'ambition, faire les trucs les plus fous et en fait, au final, si on c'est comme si on était en train de faire un run et qu'en fait on s'était pris les pieds dans une branche, bah du coup, ça veut dire quoi en fait? Tu un mauvais coureur? Bah non, juste il y avait une branche. Je trouve que parfois enfin, aujourd'hui on associe des choses qui devraient pas alors c'est hypocrite, je le reconnais, parce que je suis la première à être touchée par mes propres échecs, à les vivre comme, un signe du destin qui me dit que je devrais tout arrêter parce que je suis une énorme voilà. Mais dans l'idée, je sais que c'est pas ce qu'il faut en tirer. En effet, Rory a longtemps été définie comme bah, la fille brillante, sérieuse, travailleuse, celle qui allait forcément réussir. Je pense qu'on est beaucoup ici, bah, en tout cas pour celles et ceux qui ont regardé Gilmore Girls, à avoir vu Rory comme une figure exemplaire en fait, à être un modèle. Moi, je sais que j'ai grandi dans l'objectif d'être comme Rory, et ça m'a bousillé le cerveau complètement parce que bah forcément qu'on fait des erreurs et forcément qu'on tombe et quand on vit dans une bulle totalement à l'écart du monde et que dans cette bulle, bah, ça vous renvoie votre propre reflet, de fille brillante, sérieuse et cetera. En fait, quand on perce votre bulle, ah bah, le monde entier s'effondre et c'est très difficile de se relever et j'avoue que moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai quitté le lycée. C'est quand même beaucoup cette idée qui m'a fait arrêter la fac plein de fois et aussi pour ça que je suis un peu anxieuse de reprendre les études cette année, parce que je me dis, bah, c'est revivre cette période, Rory et il faut être accroché, d'accepter de tomber. Donc donc ouais, voilà, quand quelqu'un remet en question ses capacités, bah, c'est pas seulement son travail qui est touché, c'est toute l'image qu'elle avait d'elle-même. Et comme je vous le disais, je crois que c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de monde, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense et bah, voilà, le moindre échec peut nous donner l'impression qu'on sait plus qui on est. Mais
Gardez cette phrase. Rater quelque chose ne veut pas dire qu'on est un échec. Changer de direction ne veut pas dire qu'on a gâché son avenir. La troisième idée, c'est que l'indépendance peut devenir une armure. Et moi, je rajouterais, il faut apprendre à la retirer, cette armure. C'est peut-être une phrase que je m'envoie à moi-même, mais c'est ok. Finalement, c'est un monologue, donc peut-être qu'il faut transformer ça en conversation avec moi-même pour que ce soit un petit peu moins bizarre. Lorelai est admirable justement parce qu'elle s'est débrouillée seule. Elle a élevé Rory seule, elle a trouvé du travail seule, elle a construit sa vie seule, elle a refusé de dépendre de ses parents. Mais parfois, bah, être indépendante devient tellement important qu'on sait plus accepter de l'aide. On sait plus dire quand on est fatigué, quand on a peur, quand on aurait besoin que quelqu'un nous porte un peu. Et Gilmore Girls, bah en vrai, ça m'a fait comprendre qu'accepter de l'aide, bah ça détruit pas tout ce qu'on a construit. Que poser son armure quelques minutes, ça ne signifie pas perdre sa force. C'est pas facile quand on apprend à se débrouiller seul parce qu'en fait, l'expérience nous a montré que c'était mieux et que le résultat était meilleur pour nous. Mais c'est dur du coup de se défaire de ça. Mais je pense qu'il faut apprendre parce que il y a un équilibre à avoir entre dépendance et indépendance. Parce que, bah, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et comme je le dis tout le temps, on est des êtres sociaux, donc en fait on vit comme des engrenages dans une montre et en fait on fonctionne tous ensemble. Donc il faut que l'engrenage en lui-même il tourne sur lui-même, mais celui d'après il a besoin de l'élan du premier pour le faire. Donc en fait on, il faut être indépendant, c'est important. Mais il faut pas voir la dépendance à quelqu'un ou aux autres comme un effondrement, ou un truc hyper malsain. En fait, on entend beaucoup parler de la dépendance, comme quoi c'est hyper malsain et ça l'est quand c'est la totalité. Mais il y a c'est un équilibre en fait, voilà. Et la dernière chose, et c'est probablement la plus inconfortable de cette série, une relation peut être remplie d'amour et quand même être déséquilibrée. Sur ce point, évidemment, je me base sur la relation mère et fille parce que bah, elles s'aiment énormément, elles sont très complices, mais on va pas se mentir que leur relation, elle ressemble davantage à celle de deux meilleures amies qu'à celle d'une mère et sa fille. C'est chouette par moments, mais c'est pas sain pour qu'un enfant puisse se construire. Parce que Rory se retrouve parfois à gérer les émotions de sa mère et être la personne la plus raisonnable des deux, alors que c'est la mère qui devrait orienter le chemin. Par là, ça veut pas dire que Lorelai est une mauvaise mère, ça veut juste dire que, bah voilà, l'amour ne suffit pas toujours à rendre une relation équilibrée. On peut aimer quelqu'un sincèrement, avoir de bonnes intentions et tout, mais malgré tout, lui faire porter des choses qui devraient pas être les siennes. Et ça s'applique à la famille, ça s'applique au travail, ça s'applique aux amitiés, ça s'applique euh, aux amours, vraiment dans tout. Alors quittons Starzolo avec cette idée. Aimer quelqu'un ne signifie pas toujours savoir l'aimer parfaitement, et c'est ok, parce que l'amour c'est un choix. Donc si on a envie d'aimer quelqu'un, et bah du coup on apprend à l'aimer correctement, et ça rendra la relation saine. Baladons-nous maintenant dans les couloirs de l'hôpital de Grey's Anatomy. Parce que, je vais pas vous mentir, je suis en plein dedans là. Ça m'a quand même beaucoup appris sur les liens qu'on crée avec les autres. Et la première chose que je retiens, c'est qu'on choisit pas toujours sa famille de naissance, et qu'on peut vraiment choisir celle qu'on construit, celle qu'on se construit. Meredith, Christina, Alex, Izzy, George, en soi ils commencent comme des étudiants et même comme des concurrents, comme des rivaux. Et pourtant, à force de vivre ensemble des gardes, des échecs, des deuils et des moments complètement absurdes aussi, et bah là ils vont devenir une vraie famille. Et je trouve ça important parce que bah, la famille, c'est pas toujours l'endroit où on se sent le plus compris. Et parfois, ce sont les personnes qu'on rencontre plus tard qui deviennent celles qui nous connaissent le mieux. Ça prend du temps et ça demande de se pardonner et de pardonner aux autres aussi, de se dire que bah, peut-être que notre famille, elle n'est pas à la hauteur de ce que nous on voudrait. Et c'est pas grave. Peut-être que la chose la plus saine que vous puissiez faire pour eux et pour vous, c'est de vous choisir une famille saine plutôt que de leur demander de changer, chose qu'ils sont a priori pas capables de faire, sinon ils l'auraient déjà fait. La deuxième chose, c'est, et ça, je suis en plein dedans, vraiment, c'est les saisons actuellement, c'est vraiment ça, et en plus, c'est vraiment actuel dans ma vie, donc ça vient du cœur là. C'est qu'être compétente et forte n'empêche pas d'avoir besoin d'aide.
Les médecins de Grey's Anatomy sont capables de sauver des vies, de prendre des décisions impossibles et de garder leur sang-froid dans des situations terribles, mais dès qu'il s'agit de leur propre vie, eh ben, ils sont parfois complètement perdus. Et ça me rappelle qu'on peut être très 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 compétent dans un domaine, être très présente pour les autres, être très doué pour gérer les crises, et tout en ayant besoin qu'on nous tende la main. Et on n'a pas besoin d'attendre de s'effondrer complètement pour accepter de l'aide. Ouais, vraiment cette phrase, si je devais l'illustrer par un personnage, ce serait Christina. Je pense que pour ceux qui ont vu la série, c'était évident quand j'ai commencé à en parler, mais c'est peut-être pour ça que c'est mon personnage préféré dans la série, probablement. Mais ouais, 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 ouais. Après l'hôpital, on arrive dans un endroit où tout le monde sourit beaucoup trop pour être honnête. J'ai appelé Wisteria Lane. Desperatus Wife m'a appris que les apparences parfaites peuvent parfois, souvent, tout le temps, cacher une grande détresse. Chaque maison semble avoir sa propre version du bonheur. Femme parfaite, mère parfaite, couple parfait, famille parfaite. Mais derrière chaque porte, il y a des secrets, de la solitude, de la peur, des gens qui essayent simplement de survivre à leur propre vie. Et je crois que c'est quand même une bonne chose à garder en tête, c'est qu'on sait jamais vraiment ce qui se passe derrière l'image que quelqu'un nous renvoie. Moi qui travaille avec des enfants, c'est une pensée que j'ai assez souvent de me dire, en fait, on les voit tous jouer dans la cour, courir, nous raconter leur vie, faire les clowns et tout. Sauf que nous, on connaît l'envers du décor pour certaines informations. On sait ce qui peut se passer derrière, et l'écart entre les deux, parfois, il fait froid dans le dos. On se rendrait pas compte de la réalité qu'il y a si on nous avait pas donné l'information. Et du coup, je me dis qu'il y a forcément des informations qui passent à la trappe et qu'on n'a pas pour certains enfants. Et je me dis, ça, c'est ma petite échelle tous les jours au travail. Mais mettez ça quand vous êtes dans le bus avec tous les gens qui montent dans le bus, quand vous êtes au magasin, cette personne qui prend ses céréales, celui qui prend trop de temps à la caisse. Peut-être que c'est ça qui me rend un peu trop compatissante avec les gens, mais enfin, je sais pas si c'est compatissante le mot, mais je donne peut-être trop d'excuses aux gens, mais c'est que je me dis en fait on sait pas ce qui se passe. On vit les choses et on remarque les choses à travers notre prisme à nous, mais si nous on est le personnage principal de notre histoire et que eux ils sont secondaires, voire des figurants, à l'inverse, c'est eux le personnage principal. Enfin, c'est la personne qu'on a en face de nous, c'est elle le personnage principal de sa propre histoire, je veux dire. Et bah ouais, on n'a pas forcément conscience de tout ça, donc je pense que c'est bien aussi de se rappeler ça pour être plus tolérant, plus doux, plus patient et plus bienveillant avec les gens. Même si eux le sont pas avec nous, peu importe. La série m'a aussi fait comprendre qu'on peut être une bonne personne et faire de très mauvais choix. Les personnages ne sont jamais totalement bons ou mauvais, ils mentent, ils trahissent, ils manipulent, ils prennent des décisions terribles, mais parfois pour protéger quelqu'un, parfois par peur, parfois simplement parce qu'ils se trompent. Parce qu'on n'a pas la science infuse, parce que c'est la première fois qu'on pose le pied sur cette planète, et qu'on apprend, et qu'on n'a pas un mode d'emploi pour apprendre à faire les choses correctement. Comprendre pourquoi une personne a fait quelque chose, ça signifie pas forcément excuser ce qu'elle a fait, mais comme pour la leçon d'avant, je pense que ça permet de voir les gens avec un peu plus de nuance. Et enfin, Desperados Wife rappelle, et ça, je mets un point d'honneur là-dessus, ça me semble hyper important, rappelle que les rôles de mère et d'épouse ne devraient pas effacer la personne qu'on est. Lynette, Brie, Gabrielle, Suzanne, elles sont toutes très différentes, mais elles cherchent chacune à exister au-delà de ce qu'on attend d'elles. Être la mère de quelqu'un, la femme de quelqu'un ou la personne qui s'occupe de tout ne devrait jamais avoir à devenir notre identité. Et je pense qu'on devra se battre encore longtemps parce que c'est des idées qu'on se construit dans le cerveau dès l'enfance, mais on est des femmes, on est des hommes avant d'être un statut, une relation, un métier, une religion, une couleur de peau, on est juste une âme, une entité, une personne. Et il faudrait que certains se le rappellent un peu plus. Enfin bon, laissons Wisteria Lane derrière nous avec ses pelouses impeccables et ses cadavres dans le placard pour maintenant se balader dans les rues de New York. La première chose que Sex and the City m'a fait comprendre, c'est que la passion ne suffit pas à rendre une relation saine.
Même si j'ai toujours beaucoup lu, j'avoue que j'ai regardé Sex and the City très, très tôt, quand j'étais très jeune, avant même de commencer à lire les livres que je lis aujourd'hui et c'est quelque chose qui, justement, est d'autant plus appuyé avec les romans actuels. Mais on peut avoir une alchimie incroyable avec quelqu'un, penser à lui tout le temps, vivre des moments très intenses et quand même être dans une relation qui nous fait mal. La passion peut être réelle sans que la relation soit bonne pour nous. Mais parfois, il y a de la passion et c'est sain. Mais la plupart du temps, ce qui nous bouleverse, euh, enfin, ce qui nous bouleverse le plus, c'est pas forcément ce qui nous convient le mieux. L'autre idée que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le droit de changer sur ce qu'on veut. Et ça, j'adore. J'adore tout ce qu'incarne Sex and the City déjà. Je suis une grande fan. Si je devais mettre une série peut-être à la même hauteur que Gilmore Girls, ce serait Sex and the City, voilà. On peut jurer qu'on voulait jamais se marier, jamais avoir d'enfants, jamais vivre à tel endroit, jamais s'engager, puis découvrir que nos envies ont changé. Et parfois, on peut ne pas changer d'avis, et c'est ça qui est trop chouette avec la vie. Si on prend des sujets hyper lourds comme le mariage, les enfants et tout, on peut se dire je veux pas, et changer d'avis parce que en fait on a rencontré quelqu'un et du coup ça a développé une envie. Sans, alors je mets des pincettes, pas dans le monde où on nous force à changer d'avis, hein, mais parfois naturellement on va avoir envie de ça, et parfois on peut aimer la personne très très fort et on changera pas d'avis. Parfois on peut très bien vouloir, admettons, des enfants ou se marier, et puis on grandit et puis on se rend compte que bah finalement on n'en veut pas. Tant que ces décisions sont prises en accord avec nous-mêmes, nos valeurs, nos ressentis, notre bien-être, et cetera, et bah c'est OK parce que changer d'avis, ça signifie pas qu'on était faux avant, ça signifie simplement qu'on évolue, et ne pas changer d'avis, ça veut pas dire qu'on est tout le temps borné, ça dépend quand, mais enfin, si on prend encore une fois très féministe cet épisode, hein, mais les femmes qui ne veulent pas d'enfants, bah, enfin, elle fait encore ce qu'elle veut de son corps, donc si toute sa vie elle dit qu'elle en veut pas pour 1000 et une raisons, elle a pas à se justifier. Elle veut pas, elle veut pas. Et elle trouvera un partenaire qui respecte son choix. Et si la personne en face n'est pas le bon partenaire pour accepter ça, bah c'est que c'était pas le bon, quoi. C'est pas à elle de changer. Même si ça fait mal au cœur. On quitte maintenant Manhattan pour rentrer dans un appartement où personne ne sait vraiment communiquer correctement. J'ai appelé le loft de New Girl. S'il y a bien une chose que New Girl m'a fait comprendre, c'est qu'être trop dans le mauvais environnement peut devenir parfaitement normal dans le bon. Et je pense que ça, c'est la deuxième leçon qui est très actuelle dans ma vie, et ça fait un bien fou. Jess, souvent considérée comme trop énergique, trop sensible, trop bizarre, trop enthousiaste, et bah dans le loft, et bah elle est pas, comment dire, on lui demande pas de réduire sa personnalité pour être acceptée. Alors bien sûr, ça fait un petit écart au début, mais au final, on voit que tout le monde a sa personnalité. Et je trouve ça important parce que on peut passer beaucoup de temps à croire qu'on est le problème, alors qu'on est simplement entouré de personnes qui savent pas faire, enfin, qui savent pas quoi faire de qui on est. Gardez tout le temps cette métaphore que j'utilise. Hem, Quelqu'un se balade dans la rue et veut acheter du pain. Il se balade, il passe devant une boucherie. Il rentre, il dit: «Ah non, je veux pas de la viande». Mais ça veut pas dire que s'il dit que la viande elle est trop ci, trop là, qu'il en veut pas, que la viande n'est pas bonne. Ça veut pas dire que le boucher a une mauvaise viande. Ça veut juste dire qu'il est venu chercher du pain. Donc il va pas trouver ce qu'il veut dans cette boucherie. Et ben il va sortir, il va continuer son chemin, il va tomber sur une boulangerie et il aura ce qu'il veut. Et même s'il tombe sur une boulangerie, mais qu'il voulait un pain spécial, il voulait un pain aux figues, et il y en a pas dans cette boulangerie. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise boulangerie, ça veut juste dire que ce sera peut-être la boulangerie d'après dans laquelle il aura son pain aux figues. On essaye trop de faire des généralités de nos propres jugements. C'est comme, dites-vous, si on vous demande si vous aimez quelque chose, entre dire non je n'aime pas et non ce n'est pas bon, ou non c'est nul, il y a un écart. Vous pouvez pas vous permettre de dire c'est nul ou c'est pas bien. Non, vous n'aimez pas. Ça, c'est ok, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Dire j'aime pas un livre, c'est ok. Dire il est nul, non. Vous pouvez pas faire une généralité de votre avis. Si vous trouvez cette personne trop, bah déjà posez-vous la question de pourquoi et qu'est-ce que ça met en lumière chez vous. Et puis bah allez vers des gens qui sont assez pour vous. Arrêtez de reprocher aux autres de prendre trop de lumière parce que, un, vous n'êtes pas capable d'en répandre assez. Et puis arrêtez d'aller à des endroits où vous aimez pas. La série m'a aussi appris que devenir adulte ne signifie pas perdre sa personnalité. Donc c'en est un peu la continuité.
Les personnages grandissent, travaillent, changent de relation et prennent en responsabilité, mais ils restent maladroits, drôles, excessifs et parfois complètement ridicules. On peut évoluer sans devenir méconnaissable. On peut prendre sa vie au sérieux sans se prendre soi-même au sérieux. Heu, on est des êtres humains, on n'est pas tout lisse. C'est pas possible. Et puis si vous l'êtes, avec tout le respect, voilà. Grandir, ça devrait pas nous obliger à devenir ennuyeux, quoi. Série suivante, Jane the Virgin. Je regrette. Je n'ai pas pu avancer dans la lecture. C'est très drôle ce qui vient de se passer, je vous assure que je n'ai pas parlé à Siri, mais écoutez, pourquoi pas? Attendez, j'arrive. Écoutez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Bref. Reprenons. Jane the Virgin, ça m'a surtout fait comprendre que notre vie n'a pas besoin de suivre le scénario prévu pour avoir de la valeur. Ça a beaucoup marqué ma vie parce que j'étais la première à me dire alors pas autant, à tel âge je serai mariée, à tel âge j'aurai des enfants, c'est pas tant ça, mais à me dire, bah, je ferai ci, je ferai ça, je ferai là. De faire un emploi du temps de ma vie et bah, en fait, comme je l'ai dit avant, en fait, on évolue et on a le droit de changer d'avis et la vie nous fera changer d'avis d'une manière ou d'une autre sur plein de choses et il faut l'accepter parce que notre vie ne suivra jamais complètement le scénario prévu. Par exemple, Jane avait une idée de la manière dont sa vie devait se dérouler et puis, bam, un événement inattendu bouleverse tout. Ensuite, elle doit constamment réinventer ses projets, ses relations et l'image qu'elle avait d'elle-même. Une vie différente de celle qu'on avait imaginée peut quand même être une vraie vie. Une vie pleine, une vie qui nous appartient et une vie qui nous rend heureux. Et parfois même une vie qui nous rend plus heureux que ce qu'on avait prévu à la base. N'oubliez pas que si ça n'arrive pas dans votre vie, c'est peut-être parce que vous méritez mieux. Elle m'a aussi fait comprendre que la famille peut être profondément aimante et complètement chaotique. Jen, Xiomara, Alba, eh ben, elles s'aiment énormément, mais elles ont aussi leurs secrets, leurs désaccords, leurs blessures. Et l'amour familial n'empêche pas les conflits. Mais il ne rend pas automatiquement les relations simples. Parfois, aimer sa famille, c'est aussi apprendre à poser des limites, à accepter qu'on ne pourra pas tout réparer à la place des autres. Après Jane, on va arriver dans un univers complètement différent. Alors là, rien à voir avec les petites fleurs et les papillons. On arrive chez Elementary. Ici, j'ai appris que la confiance se construit par la constance, pas par les paroles ou les promesses. Sherlock et John ne deviennent pas soudainement proches parce qu'en fait, ils se déclarent leur confiance, parce qu'ils emménagent ensemble et tout le tralala. Leur relation, elle se construit dans le temps, dans les habitudes, dans les preuves concrètes, dans des moments où ils choisissent de rester fiables l'un pour l'autre. Et c'est aussi, si on fait un parallèle, ce qu'on retrouve chez pas mal de book boyfriends qui nous font dire: «Ah là, c'est des green flags», parce que c'est pas des belles paroles, c'est une constance, c'est une cohérence entre les paroles et les actes. Et c'est une constance. Parce que dire: «Ah, je vais le faire» et je le fais, très bien, mais si tu le fais juste une fois, ça te rend pas digne de confiance. Et je crois que c'est important à retenir, les belles paroles peuvent être touchantes, et elles sont touchantes. Mais ce sont les comportements répétés qui nous montrent réellement si quelqu'un est digne de confiance. Passons du détective au diable, ou quoique peut-être au détective le diable. Lucifer m'a fait comprendre qu'à force de se voir comme un monstre, on peut finir par ne plus croire qu'on mérite d'être autre chose. Lucifer est confronté à l'image que les autres ont de lui, mais aussi à l'image qu'il a fini par intégrer de lui-même. Il va se considérer parfois comme son propre ennemi, et il va se punir lui-même avant même que les autres aient besoin de le faire. Et je crois qu'on peut faire la même chose dans notre vie, se répéter qu'on est trop compliqué, trop mauvaise, trop abîmée, incapable de changer, trop bête, trop en fait. Et puis agir comme si cette identité était définitive et réelle surtout. Mais déjà, une étiquette n'est pas une destinée. Et le fait d'avoir fait de mauvaises choses, ben ça fait pas enfin, ça signifie pas qu'on est condamné à ne jamais devenir meilleur. Et ensuite, avoir fait des erreurs ne fait pas de vous une mauvaise personne. Comme on l'a dit au début de l'épisode, j'adore, je peux m'auto-citer, c'est génial. Fais-toi un ah oui, j'arrive plus à parler.
Je ça fait je sais plus combien de temps que je parle, je n'ai plus d'eau dans ma gourde, je suis en train de me dessécher, vous ferez avec, mes bégaiements. Peut-on mais et elle fait 2 fois l'erreur en plus, hein, c'est comme vraiment, on n'arrête pas. Faisons un retour maintenant dans le passé et allons directement à l'adolescence avec Le Monde de Riley. Évidemment, comme je vous l'ai dit, grande fan de Disney Channel, je ne pouvais pas ne pas citer, une série Disney Channel et encore moins ne pas citer ma série Disney Channel préférée. Bien que grande fan de Selena Gomez, heu, c'est quand même Le Monde de Riley qui m'a toujours emportée. Voilà, les 2 femmes de ma vie sont Sabrina Carpenter et Selena Gomez. Grâce ou à cause de Disney, je ne sais pas, je me suis construite sur elles et sur leurs personnages. Le combo des 4 là, c'est exceptionnel. Cette série m'a fait comprendre que grandir, c'est aussi remettre en question ce qu'on nous a appris. En grandissant, on reçoit des idées sur la famille, sur l'amour, sur la réussite, sur la différence, sur le bien et le mal. Et certaines nous aident, mais il y en a aussi d'autres qui ne nous correspondent plus. Et remettre en question ce qu'on nous a appris, ça signifie pas forcément rejeter sa famille, rejeter les plus vieux, ça veut pas dire leur cracher au nez ou leur manquer de respect. Ça veut simplement dire, qu'on commence à réfléchir par soi-même. Alors, on est dans un monde où, on nous parle beaucoup, des IA et cetera, mais c'est pas la seule façon qu'on a de ne pas réfléchir par soi-même. Oui, c'est une des façons qui nous empêche de réfléchir par nous-mêmes, mais, heu, ne pas franchir la porte de la loyauté, de ce sentiment de loyauté qu'on a envers les gens, parce que, ça pourrait mettre plein de choses en question remettre plein de choses en question, et ne pas franchir cette porte, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que réfléchir par soi-même, c'est ce qui fait de nous un être humain. On va partir dans un débat philosophique, mais c'est parce qu'on pense, c'est parce qu'on réfléchit qu'on est nous-mêmes et qu'on est quelqu'un. Sinon, on serait juste quoi de plus qu'un un corps, en fait. La série m'a aussi appris que se sentir différent ne signifie pas être mauvais ou anormal. Que ce soit Riley, Maya, Farkle, ils ont tous des personnalités très différentes et portant chacun leurs propres blessures, mais ils rentrent pas tous dans les cases. Ils font pas toujours ce qu'on attend d'eux. Mais être différent ne veut pas dire qu'il faut être corrigé. Parfois, ce dont on a besoin, c'est pas de devenir plus semblable aux autres, mais de trouver des personnes auprès desquelles on n'a plus besoin de se cacher. Et pour terminer ce voyage, je vous propose de rentrer dans un monde fantastique, parce que oui, il en fallait une, je suis une grande fan de séries fantastiques, mais j'ai évité de vous tristiller la tête avec ça. Alors faisons un petit saut dans Once Upon a Time. Cette série m'a appris que l'espoir n'était pas forcément de la naïveté. Dans un univers où les personnages ont tous été blessés, trahis ou déçus, eh bien, ils continuent de croire au bien. Et tout ça, ça peut sembler complètement irréaliste, mais l'espoir ne signifie pas fermer les yeux sur le mal. Et c'est pas forcément penser que tout finira bien. C'est parfois décider que ce qui nous est arrivé ne sera pas la seule chose qui définira notre avenir. Et je crois que c'est pour ça que les histoires nous touchent autant. Elles nous permettent d'imaginer qu'une autre fin est possible, même lorsqu'on ne sait pas encore comment on va y arriver, mais on sait que c'est possible. Et je pense qu'avoir espoir, c'est une des choses qui fait battre notre cœur différemment. Et finalement, je crois que c'est ça que toutes ces séries m'ont apporté. Elles m'ont permis de vivre plusieurs vies, mais aussi de mieux comprendre la mienne et de mieux m'aider à vivre la mienne. Elles m'ont montré des familles magnifiques, mais dysfonctionnelles, des amitiés qui deviennent de refuge, des personnages qui se trompent, qui se blessent, qui recommencent et qui essayent encore. Elles m'ont appris qu'on peut être forte et avoir besoin d'aide, qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas savoir l'aimer correctement, qu'on peut changer de direction sans avoir raté sa vie, qu'on peut être différent sans être mauvais, qu'on peut avoir un passé compliqué sans être condamné à le répéter. Et surtout, elles m'ont rappelé qu'une histoire ne sert pas seulement à nous divertir. Parfois, elles arrivent au bon moment pour nous tenir compagnie, et parfois elles nous aident à mettre des mots sur quelque chose qu'on ressentait déjà. Et parfois aussi, elles nous permettent simplement de vivre une vie parallèle pendant quelques heures. Alors merci à toutes ces séries qui accompagnaient les différentes versions de moi. Merci aux personnages qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, beaucoup pleurer, hein. Réfléchir
et parfois hurler devant mon écran, à mettre pause et à refuser d'enchaîner l'épisode directement, comme si j'avais réellement été trahie. Et merci à toutes les histoires qui nous permettent, le temps d'un épisode ou de quelques pages, d'être quelqu'un d'autre, tout en revenant un peu plus à nous-mêmes. Je vous aime d'amour. À la semaine prochaine!